Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On a pas mal de choses à évoquer aujourd'hui avec un CAC 40 qui bat de nouveaux records. Je veux aussi faire un point sur les ventes que j'ai effectuées la semaine dernière et vous présenter notamment un des indicateurs qui me permet de décider si oui ou non je vends une action. On fera aussi un point sur les 7 Magnificent, les 7 magnifiques qui drivent en ce moment le S&P 500. Et on commence par notre très cher CAC 40 qui atteint de nouveaux sommets. Tout ça, c'est notamment dû à la performance de LVMH qui a permis de faire monter ce CAC 40. Pour rappel, LVMH, c'est quasiment 12% du CAC 40. Donc c'est vrai que quand LVMH augmente, c'est tout le CAC 40 qui reprend des couleurs. D'ailleurs, s'en est suivi une augmentation de toutes les grosses valeurs du luxe du CAC 40, mais aussi de Pernod Ricard et de Rémy Cointreau. Donc on voit vraiment que la performance de LVMH, elle a donné une espèce d'euphorie au marché et donc toutes les actions ont monté, certaines ont corrigé comme Pernod Ricard et Rémy Cointreau, et d'autres continuent leur montée comme LVMH. Donc LVMH, je vous le rappelle, c'est des résultats qui sont exceptionnels, qui sont extrêmement bons. Donc on a une entreprise qui est très solide, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, en termes de bénéfices nets et même en termes de dividendes. Et ça, vous savez que ça répond bien à ma stratégie d'investissement. On a aussi un recul des taux obligataires, ce qui permet finalement aux capitaux de s'orienter vers les marchés actions. Et ça, c'est une bonne chose aussi. Ensuite, attention à cette semaine, on a la réunion de la Fed et un discours de Jérôme Powell en ce qui concerne les taux d'intérêt. Je vous montre ça sur Twitter, mais pour l'instant, le consensus il est assez unanime. Il n'y aura pas de modification des taux. Donc on devrait rester entre 5,25 et 5,5%. Je crois qu'actuellement on doit être à 5,5% si je vous dis pas de bêtises. Et donc on a un consensus à hauteur de 97%. Donc c'est assez unanime. Il n'y aura pas d'évolution en termes de taux, du moins pas ce mois-ci. Donc c'est vrai que globalement le consensus de marché, il évoque une baisse des taux assez rapide, mais pour l'instant, et malgré le fait que la Fed et la BCE n'arrêtent pas de le dire finalement, pour l'instant, il n'est pas question de baisse des taux. On veut d'abord avoir des assurances, notamment en termes d'inflation et en termes d'économie. Donc on veut que l'économie est suffisamment ralentie et l'inflation suffisamment diminuée pour pouvoir entamer une politique monétaire un petit peu moins restrictive avec une baisse des taux, mais attention, une baisse des taux qui se fera très progressivement. On en reparlera après pour les GAFAM, les Magnificent Seven, parce que pour ces entreprises-là, une baisse des taux, ça implique beaucoup. On en parle juste après. Et justement, cette semaine, on a aussi Microsoft et Alphabet qui vont publier leurs résultats trimestriels. Et ensuite, toute la clique finalement avec Apple, Amazon, Meta, etc. Donc beaucoup de choses à surveiller. Des choses qui peuvent impacter le marché. Si par exemple, on a des résultats pour Microsoft, Google ou encore Apple qui sont moins bons que ce qu'avait anticipé le marché, attention à la correction et idem dans le sens inverse. Configuration similaire pour le S&P 500, sauf que, on le verra tout à l'heure, mais pour le CAC 40, on a formé un gap, tellement la hausse a été fulgurante, on a formé un gap, c'est-à-dire qu'il y a un endroit dans le graphique où il y a un trou, là, ici vous voyez, là on a un gap, et c'est pareil, on a formé un très gros gap pour le CAC 40, donc possiblement on pourrait revenir le combler en partie, voire complètement, donc par une future peut-être potentielle correction. Pour le S&P 500, on va les regarder un petit peu en termes de composition, parce que vous allez voir que c'est vraiment les 7 Magnificent qui drive le S&P. Vous voyez par exemple avec Nvidia, plus 26% depuis le début de l'année, pareil pour Google, plus 10%. En revanche, c'est moins glorieux pour Tesla, on ira regarder ça après, avec moins 23% depuis le début de l'année. Et puis Apple, on est plutôt sur une phase de consolidation, un travail qui se fait un petit peu à l'horizontale. Vous voyez aussi que
Si on sort finalement des 7 Magnificent, avec Meta qui a quand même fait plus 13% depuis début janvier, et ben l'action qui suit en termes de part du S&P 500, c'est Berkshire Hathaway qui pèse pour 1,7% du S&P 500, donc très belle performance, bravo à Warren Buffett, on a là quand même une très belle action. Attention, néanmoins, on l'a analysé dernièrement là dans les vidéos, c'est quand même une entreprise qui est très évaluée, peut-être même surévaluée, donc il faut quand même faire attention. Vous savez que personnellement, j'aime pas surpayer une action. On va aller regarder un petit peu Apple et Tesla sur Guru Focus. Bon alors, pour Tesla, j'ai plusieurs choses à vous dire. C'est mon avis, c'est personnel, c'est mon analyse. Donc Tesla, c'est une entreprise qui a beaucoup explosé avec l'arrivée du marché des voitures électriques sur lequel il avait un quasi-monopole. Aujourd'hui, on commence à être dans un marché qui est de plus en plus concurrentiel parce que tous les constructeurs automobiles sont en train de rentrer petit à petit, de progresser dans ce marché de l'automobile électrique. Donc effectivement, pour Tesla, ça crée une concurrence. Tesla qui a été d'ailleurs impacté par la crise de l'automobile dernièrement, qui a été obligé de baisser ses prix. Mais vous voyez que globalement, on a quand même une bonne situation. Attention tout de même en termes de profitabilité, vous voyez qu'on a des marges qui ont diminué et qui sont plus faibles que ce qui se fait dans le secteur d'activité. En revanche, pour le reste des données, c'est assez intéressant. On est globalement au-dessus de ce qui se fait dans l'industrie. On a une santé financière qui est très bonne. On va aller voir ça tout de suite avec le cash to debt notamment. Et vous voyez qu'on a plus de cash que de dette. Et c'est d'ailleurs en augmentation. On a un cash qui augmente et une dette qui diminue. Alors dans une période de crise avec des taux élevés, comme on est en train de le vivre, c'est une société qui a une position très intéressante. On a aussi un revenu qui est en augmentation, donc une position de leader, une position qui est solide. Ensuite, si on regarde en termes de business, 95% c'est pour tout ce qui va être production des automobiles, et ensuite on a tout ce qui va être énergie à hauteur de 5%. Plusieurs choses à prendre en compte pour Tesla. Déjà, dans un premier temps, personnellement, je ne suis pas entièrement d'accord avec l'interprétation de la GF Value. Vous voyez que si on regarde que la GF Value juste ici, effectivement, on est très positif, mais en revanche, si on regarde le reste, on a des données qui sont un petit peu plus contradictoires. On a quand même un PI ratio qui est de 61, ce qui est énorme, sachant qu'il faut prendre en compte que bien que le marché de l'automobile électrique soit en expansion, c'est un marché qui augmente, il faut tout de même prendre en compte qu'on a une concurrence qui est de plus en plus présente et ça va pas cesser d'augmenter finalement. Vous voyez avec les normes européennes par exemple, tous les constructeurs européens sont en train de rentrer sur le marché de l'électrique de façon plus ou moins importante. Donc personnellement, je considère que la GF Value elle est biaisée parce que eux ils considèrent que Tesla aura toujours la même place sur le marché et ils considèrent effectivement l'expansion du marché de l'automobile électrique, ce qui est une réalité. Mais pour moi, ils prennent pas tout en compte dans la GF Value. C'est pour ça que les autres données sont assez négatives. Donc voilà, pour Tesla, ça reste une très belle entreprise, mais personnellement, c'est pas un point d'entrée pour moi. Bravo à ceux qui sont rentrés aux alentours des $100. C'était déjà plus intéressant, mais personnellement, Tesla remplit pas tous mes critères en termes d'investissement. Ensuite, on va aller voir Apple. Alors, petit tips sur Guru Focus, quand vous cherchez une action, surtout une action européenne, on va prendre un exemple, par exemple si on cherche Air Liquide. Personnellement, je prends toujours celles qui ont l'abréviation XPAR avant parce que c'est celles qui correspondent à ce qu'on a sur Euronext. Voilà. Donc si jamais, nous ce qui nous intéresse c'est Apple. Hop, donc Apple c'est une société sur le S&P, vous pouvez prendre la première, c'est généralement celle qui correspond. Apple c'est une très belle société. Personnellement, enseignant un peu dans le marketing, je vais vous en parler après, je trouve que c'est une société qui a un pouvoir qui est assez intéressant, qui est même primordial dans tout ce qui va être commerce. On a une profitabilité qui est exceptionnelle avec un ROE, c'est du jamais vu, je crois, sur la chaîne. On n'a jamais analysé une action avec un ROE aussi élevé. On est sur un ROE de 166%. Donc, très belle société. En termes de santé financière, on est sur un 7 sur 10, mais ça s'explique
par les investissements que fait l'entreprise, hein, vous voyez qu'effectivement, on a une dette qui stagne, mais par contre un cash qui est en diminution, parce que dans tout ce qui va être secteur technologique, il faut investir. Et vous allez voir que si Apple n'innove pas, et ben c'est là que l'entreprise pêche un petit peu. On a un revenu qui est en augmentation. Attention quand même, sur le dernier exercice, on a une légère baisse. Apple, vous voyez que c'est pas que des iPhones, hein, même si ça représente 50% du chiffre d'affaires. On a aussi des services à hauteur de 22%, tout ce qui va être cloud, par exemple, mais bien d'autres services avec des applications, Apple Pay, etc., etc. Ensuite, on a les accessoires, par exemple les AirPods à hauteur de 10%, puis les MacBooks et les iPads qui, vous voyez, ne représentent finalement pas énormément de tout le marché Apple, hein. Effectivement, les iPhones trustent le chiffre d'affaires, mais parce qu'aujourd'hui, on a tous un téléphone et on utilise tous notre téléphone dans notre travail, dans notre vie quotidienne. C'est un peu un outil indispensable, c'est un peu le prolongement de notre main, hein, finalement. Donc ça reste une très belle entreprise qui a un pouvoir qui est assez exceptionnel, c'est ce qu'on appelle le pricing power. C'est-à-dire qu'Apple est en mesure d'augmenter ses prix sans perdre de clients. Effectivement, on juge la valeur de la marque comme étant tellement bonne finalement qu'on est prêt à payer toujours plus cher des produits. Par exemple, à technologie à peu près équivalente, Samsung vend ses produits moins chers. Et ça, c'est le pouvoir de la marque, hein. D'ailleurs, il y a une vidéo sur la chaîne si ça vous intéresse, je vous la mets juste là sur le pouvoir des marques. Et c'est vrai qu'Apple, c'est quand même un exemple de pouvoir de marque qui est assez exceptionnel. Et donc, Apple, eh ben, ils peuvent survoler les crises finalement, augmenter leur prix, sans que personne ne dise grand-chose. Bon, parfois ça fait polémique, surtout quand on sort un nouvel iPhone qui a pas réellement d'innovation par rapport à l'ancien. C'est là que ça peine, c'est ce que je vous disais. Donc ils sont un peu contraints de toujours innover finalement, pour rester dans l'air du temps, hein, et pour pas devenir démodé. Donc c'est aussi pour ça qu'ils investissent beaucoup. Ils ont aussi des services qui demandent des investissements, comme le cloud par exemple, etc., etc. Donc Apple, très belle entreprise. En revanche, à l'heure actuelle, je considère qu'on n'est pas sur un point d'entrée pour Apple, donc c'est pas un niveau sur lequel je souhaiterais rentrer. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'il va y avoir une nouvelle série sur la chaîne YouTube. Je vais ouvrir un nouveau compte titre où je vais investir notamment aux États-Unis, mais pas que. Et je vais être totalement transparent, c'est-à-dire que je vais tout partager avec vous de A à Z, mes analyses, mes erreurs, mes échecs, mais aussi mes réussites. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour ne pas louper cette nouvelle série. Je voulais aussi vous reparler un petit peu d'ASML, vous vous rappelez, je vous ai dit que j'avais vendu 50% de mon bag sur la résistance en bleu, que vous voyez juste là, qui est une résistance de tendance haussière. Alors, il y a plusieurs choses qui m'ont fait vendre ASML, notamment le fait que globalement le secteur des technologies est assez euphorique en ce moment. On a des résultats qui sont plutôt corrects. Attention, hein, cette semaine avec les résultats d'ailleurs, on pourrait avoir une chute qui impacterait tout le marché. C'est vrai qu'à ASML, on a eu d'excellents résultats. Et l'effet que ça a eu, c'est qu'on a eu une augmentation tellement forte qu'on a créé un gap qui est hyper impressionnant. Un gap, c'est quelque chose qu'on est souvent amené, en termes de probabilité, à combler, du moins partiellement, pas forcément totalement, mais vous voyez, on pourrait revenir ici, par exemple, au 0,5 de Fibo, pour repartir ensuite vers le haut. Mais généralement, des gaps, c'est des choses qu'on est amené à revenir combler, parce que c'est des trous en termes de liquidité. Vous voyez que en termes de, si on regarde Fibo, eh ben on est quand même très vite revenu au 0,236 de Fibo. Vous voyez, on est monté à quasiment 815 €. Et ensuite, on a corrigé, on a quasiment revenu sur nos 0,236 de Fibo. En termes de probabilité, c'est souvent ce qui se passe. Voilà. Vous voyez aussi que on rebondit assez fréquemment sur cette tendance, cette résistance haussière, hein, finalement, et plus on rebondit, plus on vient toucher une résistance, plus elle est solide, hein, quand on vient la toucher sans la franchir, hein, sans la casser. Ce que vous avez en bas, c'est le RSI, hein. Le RSI, ça permet de mesurer la vélocité et la variation de prix d'un mouvement. Et là, vous voyez
qu'on a une courbe qui est montée très très haut. On a très rarement connu ça. Pour vous situer un petit peu, le RSI, quand on est au-dessus de 70, on dit qu'on est dans une zone de surachat. Hein, donc, on est dans un moment où les gens surachètent l'action. Quand on est en dessous de 30, en revanche, on est dans ce qu'on appelle une zone de survente. Donc, c'est-à-dire que les gens vendent beaucoup. Vous voyez qu'on dépasse très rarement la zone des 30 pour le RSI. En revanche, on est plus souvent en surachat pour ASML. Donc, ce n'est pas un indicateur qui me permet de prendre ma décision. Je ne me base pas uniquement sur le RSI pour dire, bon bah là, je vends. Quoique pour ASML, si vous voyez, c'est quand même assez parlant. Hein. Dès qu'on atteint la zone de survente, et ben hop, on a une correction. On atteint la zone de survente, on a une correction, etc. etc. Donc ça correspond assez bien. Là, on est quand même dans une zone de survente qui est assez exceptionnelle. On a dépassé les 80, on a même atteint les 85, pardon. Donc c'est assez exceptionnel. Et généralement, ce qui se passe, c'est qu'on tend à corriger. Alors, effectivement, si on venait à avoir des news positives pour le secteur de la tech, eh ben, on pourrait avoir une cassure de cette résistance en bleu et aller chercher encore plus haut. Mais je juge quand même qu'on est déjà très haut et qu'on est dans une position assez euphorique. Ma position à moi, c'est de me dire, bon, Barnabé, là on est assez haut, tu as fait beaucoup de bénéfices sur ASML, il serait peut-être temps de les sécuriser. Donc je vends une partie de mon bag, hein, finalement, donc c'est pas toute la position que j'ai d'ASML, mais je vends une partie pour sécuriser mes bénéfices. Et si on venait à corriger, comme c'est ce qui se passe généralement, eh ben, à ce moment-là, je viendrai reprendre une position légèrement plus bas. Donc voilà, c'est ma stratégie, c'est ma position pour ASML, c'est aussi le cas pour Capgemini. Mais vous voyez qu'actuellement, ça répond plutôt bien à ce qui se passe. Hein. On n'a pas break, on pourrait tout à fait venir break, mais pour l'instant on ne l'a pas fait. Et on vient gentiment, à chaque fois, bloquer sur notre résistance. Vous savez, en ce moment, je suis quand même dans une situation où je suis prudent, dans le sens où on est sur des points hauts qu'on a rarement atteints, hein, vous voyez, généralement, s'ensuit quand même une belle correction. Là, on a eu un beau cycle hein, depuis 2020, depuis le Covid, un beau cycle haussier. Je ne dis pas que la hausse est terminée, on pourrait continuer de monter, mais ce que je dis, c'est qu'on va finir par corriger. Donc, je préfère actuellement, dans une période que je considère comme étant euphorique, prendre des bénéfices, faire un petit peu de liquidité, à peu près ça, à l'heure actuelle, ça correspond à un peu plus de un quart de mon portefeuille en termes de liquidité. Hein. Donc voilà, je suis dans une situation prudente, je préfère être pragmatique, essayer de peser le pour et le contre. Après, c'est un avis personnel, évidemment, on a tous des avis qui sont différents, mais personnellement, je préfère être prudent dans la situation actuelle. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et vous abonner.